Comment transmettre son patrimoine tout en limitant l'impact fiscal, en protégeant ses héritiers et en maximisant son rendement à long terme? C'est la question que l'on va se poser aujourd'hui avec Christophe Faglin, le banquier privé que les banquiers privés d'HSBC consultent pour maximiser leur rendement, expert en gestion de fortune Île-de-France pour Swiss Life et aujourd'hui également associé sur le Multifamily Office, le PLT Family Office. Christophe, bonjour. Bonjour. Encore merci d'être là aujourd'hui. L'objectif de cette vidéo va être de vous expliquer, grâce au savoir-faire de Christophe, comment réduire ses droits de succession, comment assurer une gestion harmonieuse de ses actifs et les intégrer à des stratégies adaptées à des situations spécifiques. On vous a posé un ensemble de questions par email et aujourd'hui, Christophe va y répondre. Encore merci d'être là. Peut-être avant d'attaquer ces trois grandes parties que l'on a définies ensemble avec toutes les questions que l'on a pu recevoir, notamment de Mohamed, qui nous en a posé beaucoup. Est-ce que tu as des premiers éléments de réponse sur cette grande thématique qui est la transmission et qui est d'ailleurs pour toi une de tes passions? Il me semble que tu donnes des cours à la Sorbonne également à ce sujet. J'enseigne sur ce sujet, effectivement. Ok. Bon. Quelles sont du coup les premières étapes et les premières questions à se poser sur cette thématique? Alors, merci Rémi de m'accueillir. Pour moi, il y a deux sujets à aborder sur le sujet de la succession. La première thématique, c'est celle du coût. Ne pas se préoccuper de la préparation de sa succession, ça peut littéralement coûter des centaines de milliers d'euros. Je peux te donner deux chiffres. Quelqu'un qui dispose d'un patrimoine d'1 million d'euros, qui a un enfant, n'est pas marié, en cas de décès, c'est plus de 215 000 euros de droits de succession. La même chose, quelqu'un qui décède, qui n'a pas d'enfant, dont l'héritier est son frère, c'est plus de 440 000 euros de droits de succession. Donc ne pas se préoccuper de ce sujet, ça peut littéralement coûter des centaines de milliers d'euros. Donc le sujet du coût est un sujet fondamental et on va le voir lors de cette vidéo, il y a énormément de stratégies qui peuvent être mises en place pour limiter le coût. Mais il y a un second sujet qui est souvent mis de côté, c'est celui du qui. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais si tu ne t'en préoccupes pas, c'est l'État qui décidera pour toi de qui sont tes héritiers. Tu as une marge de manœuvre qui peut être totale ou plus ou moins importante sur ce sujet, et je vais te donner deux exemples concrets. On va prendre l'exemple d'un couple, au hasard, Mathieu et Delphine. Mathieu et Delphine sont pacsés. Bon. Si Mathieu décède, Delphine n'est pas l'héritière de Mathieu, si aucun testament n'a été écrit. Donc si Mathieu et Delphine ont par exemple acheté de l'immobilier ensemble, on peut prendre l'exemple d'un bien locatif. Si Mathieu et Delphine ont un portefeuille de small cap value, Delphine n'héritera strictement de rien de la part de Mathieu. Un simple testament permet de régler ce sujet. On peut prendre un deuxième exemple. On va reprendre Mathieu et Delphine. Cette fois-ci, Mathieu et Delphine sont mariés. Il arrive un pépin à Mathieu. Je peux te poser la question, Rémi. Donc Delphine et Mathieu sont mariés. Mathieu a un frère et une sœur séparants. Qu'est-ce qui se passe au niveau du patrimoine de Mathieu en cas de décès? Ce sont les small cap value, c'est pour ça que je me suis associé à toi sur ce genre de problématique. Donc intuitivement, je dirais je dirais que c'est transmis aux enfants. Il n'y en a pas, il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Couple sans enfants. Ouais. Delphine et Mathieu n'ont pas d'enfants. Mathieu a la chance d'avoir ses deux parents, un frère et une sœur. Ils sont mariés. Ils sont mariés, Ouais. donc ça revient à la famille et non à l'époux. Alors il y a un piège. Ouais. En fait, dans ce cas-là, c'est un cas qu'on rencontre souvent, des familles sans enfants, c'est des cas que tu rencontres très souvent. Ça va arriver de plus en plus avec la tendance actuelle. Exactement. En fait, dans ce cas-là, on va regarder combien il reste de parents à Mathieu. S'il a la chance d'avoir ses deux parents, chacun d'entre eux va recevoir un quart du patrimoine de Mathieu. Et donc, Delphine ne recevra finalement que ce qui restera. Donc, s'il a ses deux parents, la moitié du patrimoine de Mathieu remontera à ses parents et la moitié donc, partira à Delphine. Donc ça, c'est des paramètres que tu peux changer de manière très très simple via un testament. Et donc en fait, la loi t'autorise, quand tu n'as pas d'enfant, à protéger par exemple à 100% ton conjoint. Donc si on prend les trois cas qui existent, si tu es célibataire sans enfant, tu peux faire ce que tu veux. Donc tu vas pouvoir allouer ton patrimoine à qui tu le souhaites. Si tu es marié, un quart de ton patrimoine reviendra forcément à ton conjoint.
tu peux allouer les 3/4 restants, soit à ton conjoint, soit à qui tu le souhaites. Et si tu as des enfants, donc là, tu as ce qu'on appelle une quotité disponible qui va dépendre de ton nombre d'enfants. Et pour être très concret, si tu as un enfant, tu pourras allouer la moitié de ton patrimoine à qui tu le souhaites. Si tu as 2 enfants, un tiers. Et si tu as plus de 2 enfants, un quart. Voilà. Et donc ça, beaucoup de gens l'ignorent. Effectivement, sur le sujet de la succession, il y a 2 thématiques. La première, c'est qui je souhaite protéger, et donc bien vérifier ce qui est prévu par la loi. Et la deuxième thématique, c'est combien ça coûte. Et ça, c'est un sujet qui peut être très fortement optimisé, et on va le voir pendant cette vidéo. Très bien. Sur ce sujet de protéger ses héritiers et son patrimoine, on va le voir en partie 3 de toutes les questions que vous nous avez posées. Et encore merci pour toutes ces questions. Merci pour ces premiers éléments de réponse qui, je pense, déjà posent un petit peu le tableau de tout ce que l'on risque d'apprendre de toi au cours de cette vidéo. Et encore merci du coup pour ton intervention. Et la première grande partie que l'on a regroupée en de multiples questions était bien évidemment sur le sujet fiscal. Donc, quelle fiscalité? Avec une première question, sachant que nous sommes sur pas long terme, nous sommes de ceux qui investissent en bourse à long terme. La plupart d'entre nous ont des comptes titres bien chargés, en règle générale pas d'ETF, mais plutôt de titres vifs. Avec plusieurs questions, dont celle de Christine. Quelle fiscalité s'applique à un PEA et à un compte titre lors d'une succession? Et donc, Christophe, quels impôts sont dus sur un PEA et un CTO en cas de décès? Très bonne question. Sur un PEA, tu vas d'abord régler tes prélèvements sociaux sur les gains que tu as réalisés. Donc, tu as une première étape où tu vas purger tes gains, la fiscalité sur tes gains, donc avec les prélèvements sociaux qui vont s'appliquer. Une fois que tu as payé tes prélèvements sociaux, le PEA va entrer dans la succession. Et donc, derrière, tu vas payer des droits de succession en fonction de ton lien de parenté avec ton ou tes héritiers. Donc, première étape, prélèvements sociaux sur tes gains. Deuxième étape, droits de succession. Sur le compte titre, c'est différent. Dans le cadre d'un compte titre, tu n'auras pas à payer d'impôts sur les gains que tu as réalisés. C'est-à-dire que la succession va purger la totalité de tes plus-values. Tu n'auras pas un centime d'impôt à payer sur les plus-values générées sur ton compte titre. Deuxième paramètre, une fois que tu as donc passé cette première étape, le compte titre va être réintégré dans ta succession. Donc là, c'est exactement la même chose que le PEA. Tu le réintègres dans ta succession et tu vas avoir des droits de succession qui vont dépendre de tes héritiers, du lien de parenté que tu as. Tu as quand même ici un dernier avantage en faveur du compte titre qui est colossal, qui est très méconnu. Sur le compte titre, on va prendre un exemple très simple d'un compte titre sur lequel tu as 100 000 euros d'actions LVMH. Okay, tu es dans une tranche de droits de succession de 30%. Donc tu vas payer 30% de droits de succession sur ton compte titre. Tu vas bénéficier d'un avantage qui est assez fort. Ton enfant, qui va hériter de ton compte titre, va avoir son compte titre avec un prix de revient sur une base de non pas de 100 000, mais de 100 000 plus ta tranche marginale de droits de succession. Donc pour clarifier, tu as récupéré une base de 100 000 euros de titres LVMH. Prenons un exemple, tu avais investi 50 000. Tu as fait x2. Tu n'as déjà pas eu ici à régler les prélèvements sociaux sur les 50 000 euros de gains que tu as générés. Premier avantage. Deuxième avantage et non des moindres, au lieu d'avoir un prix de revient basé sur 100 000, tu vas avoir un prix de revient basé sur 100 000 plus ta tranche de droits de succession. Donc si tu reprends mon exemple avec une tranche à 30%, tu vas avoir un prix de revient de 130 000, donc les 30 premiers pourcents de plus-value que tu vas générer ne seront pas taxés. Enfin, pour le coup, tu m'apprends quelque chose. Une fois de plus, sur ce sujet. J'ai fait le choix de me structurer à l'étranger, mais je ne savais pas que le compte titre avait du coup cet avantage. Parce qu'il y a souvent un biais fiscal dans le fait d'aller sur le PEA, ce que je trouve dommage, parce qu'il y a un réel intérêt à aller s'exposer à un compte titre pour travailler sa diversification, notamment géographique. Et donc, du coup, maximiser la décorrélation de son portefeuille. Mais je ne savais pas que le compte titre proposait, du coup, cet avantage en matière de transmission. Peut-être un point qui était une question que nous avait posée également Christine. Du coup, est-ce que les actions d'un compte titre doivent être vendues lors de cette succession ou peuvent-elles être réparties entre les héritiers? Peuvent-elles rester en tant que telles, notamment sur des actions nominatives? Enfin, qu'est-ce qui se passe à ce sujet-là? C'est une très bonne question. Sur un compte titre, la liberté va revenir aux héritiers. Okay. Donc, s'ils souhaitent
Ils peuvent même partir sur un principe d'indivision qu'on va déconseiller, puisque s'ils se retrouvent en indivision, on voit bien les problématiques de gestion qu'il peut y avoir derrière, mais chacun va pouvoir soit récupérer sa quote-part de titre, soit récupérer les liquidités. Ok. Écoute, très clair. Et peut-être, quelle structure choisir pour simplifier la succession dans ce cas-là? Alors, que ce soit du compte titre, de l'assurance vie, il n'y a pas de difficulté majeure. Donc chacune des options que tu vas choisir est assez simple. On peut juste bien rappeler que si on est sur une enveloppe assurance vie, c'est plus simple si l'héritier est désigné nominativement. C'est-à-dire que si tu vas mettre tes enfants, la succession va être un petit peu plus longue à déboucler que si tu les as nommés. Mais que ce soit sur du compte titre, du PEA ou de l'assurance vie, c'est relativement simple. Donc il n'y a pas de difficulté majeure. Et donc, si demain, mes sœurs héritent de mes actions, disons Berkshire Hathaway, qu'elles ont fait x2, elles en héritent, au cours d'une action Berkshire Hathaway, disons d'environ 500 000 aujourd'hui, en ayant toutes les plus-values essuyées? Oui, C'est beau. oui. Alors après, on peut ajouter deux petits paramètres ici. Ouais. Donc le compte titre est une très très belle solution pour celui qui va avoir une stratégie de buy and hold. Ouais. Donc tu achètes des titres, tu les conserves. Ce qui est parfait, c'est notre stratégie sur Voilà. par long terme. C'est vraiment un point fort. Après, il faut intégrer ici, et c'est pour ça que c'est du sur-mesure, il faut bien prendre le temps sur un compte titre d'intégrer la manière dont tu vas l'utiliser. Si tu fais beaucoup d'allers-retours, il faut se rappeler que de ton vivant, à chaque fois que tu vas vendre un titre Bien sûr. et que tu vas en acheter un autre, enfin, chaque fois que tu vas vendre un titre, tu vas passer par la case impôt. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Il faut aussi avoir en tête que sur chaque euro de dividende que tu vas percevoir, tu vas passer par la case impôt. Donc, si tu es sur des titres qui versent peu de dividendes, que tu es sur une stratégie de buy and hold ou sur des fonds où tu capitalises les dividendes, là, tu as un avantage colossal sur le compte titre d'un point de vue successoral qui est franchement très souvent ignoré, y compris de beaucoup de gens qui font le métier. Merci encore pour cette précision. Une question donc de Raphaël qui fait parfaitement suite à celle-ci. Faut-il privilégier du coup une assurance vie ou un compte titre pour transmettre son patrimoine à ses enfants? Et donc, quels sont les avantages fiscaux de l'assurance vie, notamment avant et après 70 ans? On sait que c'est souvent un levier où on se dit ce n'est pertinent que lorsqu'on vieillit. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu à ce sujet? Bien sûr. En tout cas, pour un résident français. Oui. Alors, ici, on va rappeler qu'il existe effectivement deux univers. Tu as d'un côté tout le patrimoine dont tu disposes, euh, les livrets bancaires, les titres, l'immobilier. Tu vas agréger tout ça. Et de l'autre côté, tu vas avoir effectivement ton assurance vie, ce que tu as fait avant 70 ans. Pour répondre à la question, je vais redonner un peu de contexte. Quand ton héritier est ton épouse ou ton époux, il n'y a pas de droit de succession entre époux depuis 2007. Donc l'assurance vie pour un conjoint n'a pas d'avantage par rapport à un compte titre, puisqu'il n'y a pas de droit de succession. Plus tu t'éloignes du conjoint, plus les droits de succession augmentent. Si ton héritier est ton fils, ta fille, peu importe, les 100 000 premiers euros de ton héritage, à condition que tu n'aies pas fait de donation de moins de 15 ans, sont totalement exonérés. Donc tu as un enfant, les 100 000 premiers euros dont il va hériter, il n'y aura pas de droit de succession. Donc pas d'intérêt d'avoir de l'assurance vie si tu es dans cette catégorie de patrimoine. Si tu commences à aller au-delà, c'est là que les choses se gâtent. Les 15 000 premiers euros suivants, donc de 100 000 à 115 000, tu as des petites tranches, 5, 10, 15%, donc peu coûteuses. Au-delà, ça devient très coûteux. À partir de 115 000 euros jusqu'à 650, si tu n'as pas fait de donation, tu vas avoir 20% de droits de succession. Et ensuite, c'est un barème progressif qui va te permettre d'atteindre, malheureusement, jusqu'à 45% de droits de succession à partir d'1 900 000 euros si tu n'as pas fait de donation par enfant. Donc, pour synthétiser, le point de départ, c'est de regarder où tu te situes en termes de droits de succession. Donc, c'est vraiment du sur-mesure. Chaque cas est différent, donc il convient vraiment d'analyser chaque cas indépendamment. Pour les enfants, donc 0 à 45% de droits de succession. Si ton héritier est ton frère ou ta sœur, à partir de 24 430 euros, tu es déjà taxé à 45% de droits de succession pour tout ce qui n'est pas de l'assurance vie placée avant 70 ans. D'accord? Donc, première chose, c'est regarder le coût en fonction de ta situation. Frères et sœurs, on a vu 45% à partir de 24 430. En dessous, c'est déjà 35, donc ça coûte très très cher. Si tu te dis, bon, mon frère et ma sœur n'en ont pas besoin, je vais aller chercher mes neveux nièces, c'est 55%.
D'accord? Et si tu vas plus loin que ton neveu et ta nièce, ou tes nièces, c'est 60%. Donc la première étape ici, pour comparer l'assurance vie et le compte titre, c'est de regarder où tu te situes dans ton cas en termes de taux marginal de droit de succession. Donc là, on a vu tout ce qui n'est pas de l'assurance vie. L'assurance vie, c'est simple. Tu ne vas pas regarder le lien de parenté. D'accord? Tu ne vas pas le regarder. Donc tu vas traiter exactement de la même manière ton fils, ton frère, ta sœur, ton boulanger. D'accord? Donc ici, l'assurance vie, comment ça se passe? C'est assez simple. Les 152 500 premiers euros que tu vas y loger, par bénéficiaire, tu n'as pas de droit de succession. Donc, si on va reprendre Mathieu et Delphine, ils ont 2 enfants. Si chacun désigne en bénéficiaire de son assurance vie ses 2 enfants, tu auras 305 000 euros chacun, sans droit de succession. Auquel s'ajoute, sur de l'immobilier des liquidités, on l'a vu tout à l'heure, c'est les 100 000 premiers euros sur lesquels tu n'as pas de droit de succession par enfant. Donc si tu l'optimises bien, tu as sur l'assurance vie 152 500 euros sans droit de succession par bénéficiaire, plus à côté 100 000 pour chacun de tes enfants si tes héritiers sont tes enfants. Donc assurance vie, 152 500, pas de droit de succession par bénéficiaire. Au-delà, c'est 20% pour les 700 000 euros suivants. Et tu as un plafond à 31,25 si tu dépasses les 700 000 et les 152 500, donc les 852 500. Très clair. On a sur cette chaîne différents types de profils. Certains entrepreneurs en situation d'exit, certains profils qu'on appelle high net worth ou ultra high net worth. Pour eux, je sors un petit peu des questions que l'on avait préparées, je vais te challenger un petit peu. Est-ce qu'il y a moyen, si tu as plus de 2 millions d'euros à transmettre, ce qui est d'ailleurs les premières personnes qui nous ont contactés vis-à-vis de nos services, dans le cadre du PLT Family Office, avaient été sur ce genre de profil, bien qu'on a prévu d'accueillir finalement du monde à partir de 300 000 euros de capital ou moins. Est-ce qu'il y a un moyen, par le biais peut-être de donations partage, est-ce qu'il y a un moyen pour que quelqu'un qui, à la fin de sa vie, se retrouve avec un patrimoine, soit en société, soit en propre, de 2, 3, 4 millions d'euros, est-ce qu'il y a un moyen de ne pas se faire taxer à 45% en France? Bien sûr. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous livrer, peut-être pas rentrer dans tous les détails, parce qu'en effet, chaque situation est spécifique et on proposera de l'audit gratuit avec toute ton équipe pour étudier ce genre de cas, mais est-ce que tu peux donner peut-être quelques pièces d'éléments qui peuvent nous permettre d'esquiver l'impôt, de réduire drastiquement la taxe lors de la transmission? Alors, tu as plusieurs leviers. Ouais. Sur le financier, l'assurance vie, comme on l'a vu avant 70 ans, c'est extrêmement puissant. Puisqu'on l'a vu, tu peux, par bénéficiaire, à chaque fois mettre une tranche de 152 500. Okay. Donc si tu as 2 enfants, ça va faire x2. Si ta femme fait la même chose, tu es déjà à 610 000. Okay. Si tes enfants ont des enfants, tu peux faire ce qu'on appelle du saut de génération. Donc tu vas pouvoir, si chacun de tes enfants a, allez, mettons un enfant, donc tu rajoutes 2 personnes pour toi, 2 personnes pour ta femme, tu es déjà à 1,2 million. Ok. D'accord ? Donc, tu as déjà en fait des leviers qui sont extrêmement forts en travaillant sur le levier de l'assurance vie. Et ensuite, on va le voir après sur les différentes questions. Il n'y a pas que l'assurance vie, il y a beaucoup d'autres dispositifs qui peuvent être utilisés. Mais l'assurance vie en est un. Et là, on peut donner quelques éléments aussi à ton audience. L'assurance vie avant 70 ans, on vient de le voir, c'est extrêmement puissant. Après 70 ans, ça reste intéressant. Après 70 ans, tu vas avoir non pas 152 500 multiplié par ton nombre de bénéficiaires, mais tu vas avoir 30 500 qui vont se diviser pour tous tes bénéficiaires. Tu pourrais me dire, Christophe, 30 500, c'est nettement moins, effectivement. Mais tu as un autre avantage, c'est que la totalité de tes gains sont exonérés de droits de succession. Donc si tu places relativement tôt, après 70 ans, sur une stratégie agressive, que tu fais croître ton portefeuille, la totalité des gains que tu vas générer après 70 ans va être exonérée de droits de succession. Et puis-je mettre des small cap value dans une assurance vie? Oui, bien sûr. C'est le genre de choses qui sont assez peu connues. Pour moi, l'assurance vie, c'est que des produits relativement moyens. Je suis obligé d'aller sur mon Interactive Broker pour aller faire mon stock picking de small cap value chinoise, quoi. Dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois, tu peux mettre des titres vifs. On va y venir et c'est un point très intéressant. Très bien.
Bon, finalement, on a répondu à beaucoup de questions, hein, notamment, on peut peut-être, est-ce qu'il y a des points à rajouter sur la question d'Alexis? Comment optimiser la transmission tout en conservant un rendement intéressant? Donc, quelles stratégies permettent d'allier performance financière et réduction de droits de succession avec un capital croissant? Oui. On y a répondu. Tu vois des choses à ajouter là-dessus? Oui, je pense que de manière générale, que ce soit sur de la succession ou n'importe quel autre sujet, Ouais. il ne faut jamais que la fiscalité soit le moteur principal. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention. Donc tu l'as évoqué en fait en assurance vie, c'est comme dans l'immobilier, c'est comme dans les small cap value. Il y en a des bonnes et il y en a des moins bonnes. Donc il faut toujours prendre le temps d'analyser financièrement le véhicule dans lequel on investit. Ça, c'est vraiment un conseil clé à donner à ton audience. Une fois qu'on a dit ça, il y a quelques pépites aussi qu'on n'a pas citées. Mais si certaines personnes de ton audience ont la chance, ou ont des parents qui ont la chance d'avoir un contrat d'assurance vie qui a été ouvert avant le 20 novembre 1991, c'est des contrats sur lesquels on ne va pas regarder l'âge au moment de ton versement. L'assurance vie, on l'a vu, ce qui compte, c'est l'âge au moment de ton versement. Mais si tu as des contrats qui ont été ouverts avant le 20 novembre 91, tu peux avoir 75, 82 ans quand tu y verses. Eh bien, on ne va pas regarder l'âge que tu as au moment du versement. Donc ça, c'est des petites pépites. Il y a aussi un point à avoir en tête qu'on pourra peut-être difficilement détailler dans le cadre de cet échange. Beaucoup de Français perdent littéralement des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros dans le fait de mal écrire la clause bénéficiaire de leur contrat. Et donc là-dessus, j'en reviens à l'introduction, Rémi. Dans l'introduction, on a ouvert le sujet en se disant qu'il y a effectivement le sujet du coût, mais il y a le sujet du qui. Il faut vraiment prendre le temps, sur son assurance vie, de réfléchir à finalement, s'il m'était arrivé un pépin hier, qui je souhaite protéger. Beaucoup de gens ont un contrat d'assurance vie avec une clause bénéficiaire qui est mon conjoint. Sauf qu'il n'y a pas de droit de succession pour le conjoint. Donc si j'ai coupé mon patrimoine en deux, je suis en communauté, la moitié du patrimoine est détenu par monsieur, la moitié est détenue par madame. Il arrive un pépin à monsieur, tout bascule chez madame. Si madame a plus de 70 ans, elle ne bénéficiera plus des avantages qu'on a évoqués tout à l'heure. Et donc en fait ici, la première question à se poser, c'est est-ce que ma femme ou mes enfants, on va prendre l'exemple du conjoint, est-ce que mon conjoint a vraiment besoin de tous ces capitaux? Parce que sinon, il y a des stratégies, notamment le fait de démembrer sa clause bénéficiaire, qui peuvent permettre à la fois de protéger son conjoint et de gagner, d'utiliser son abattement pour ses enfants. Et donc là-dessus, j'allumerai plusieurs voyants. Regardez bien si vos parents ont des contrats ouverts avant 91, le 20 novembre. Regardez bien vos clauses bénéficiaires et prenez le temps avec votre conseiller d'étudier le sujet du démembrement, d'étudier le sujet du qui, parce que ça peut littéralement vous faire gagner des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Excellent. Merci pour ces pépites, hein. Encore une fois, le point 1991, tu vois, je ne l'avais pas. Un point, donc, on a terminé cette première partie un petit peu sur ces sujets d'assurance vie. On reviendra soit dans cette vidéo, soit dans une prochaine sur le sujet de l'assurance vie luxembourgeoise, bien sûr, qui est très important. Peut-être une seconde partie sur l'immobilier. Je ne suis pas de ceux qui investissent en immobilier. En revanche, voilà, beaucoup de nos auditeurs sur pas long terme investissent en bourse, mais aussi des fois un petit peu en immobilier, soit en ayant pu nantir leur titre pour faire levier dessus, soit parce qu'ils ont une situation personnelle qui en France leur permet de bénéficier d'un effet de levier qui mérite d'être exploité. Et donc, Raphaël nous a posé la question suivante: comment transmettre un patrimoine immobilier de 2 millions d'euros tout en utilisant les droits de succession? Quels dispositifs peuvent être utilisés, donc démembrement, donation, SCI, pour optimiser fiscalement la transmission d'un bien immobilier de grande valeur? À ce sujet-là, que peux-tu nous dire, Christophe? Alors, sur cette stratégie, comme sur la partie financière, chaque cas est particulier. Donc, je vais donner ici deux techniques, deux dispositifs, deux stratégies qui peuvent être utilisées. On peut parler effectivement de ce qu'on appelle le démembrement. Donc, le démembrement, en fait, c'est assez simple. Tu vas garder pour toi l'usufruit. Donc, l'usufruit, c'est la capacité d'usage. Donc, s'il s'agit, Rémi, de ta résidence secondaire, tu vas pouvoir l'utiliser sans l'accord de tes enfants. S'il s'agit d'un bien que tu loues, Rémi, tu vas continuer de percevoir les loyers. Donc toi, tu vas conserver ce qu'on appelle cet usufruit et tu vas donner la nue propriété à tes enfants. On va prendre un exemple très simple. On va reprendre Mathieu et Delphine qui ont un enfant. On va prendre l'exemple d'un bien qui vaut 400 000 euros. D'accord ? Ce bien
à moitié sur la tête est détenu à moitié par Delphine, à moitié par Mathieu. Donc Delphine a 200 000, Mathieu a 200 000. Ils ont un enfant. Ici, ce qu'on va regarder, c'est l'âge que tu as au moment où tu vas réaliser la donation. Plus tu vas le faire tôt, Rémi, moins ça va te coûter en termes de droits liés à la donation. Donc plus tu vas le faire tôt, moins ça va te coûter cher. D'accord ? On va prendre un exemple, Rémi, tu te convertis à un moment, tu diversifies ton patrimoine sur l'immobilier et à 52 ans, tu te penches sur cette question-là. Eh bien, de 51 à 61 ans, la valeur, Rémi, de la nue propriété que tu vas te donner, c'est 50% de la valeur du bien. Donc, je reprends mon exemple, Rémi, d'un bien à 400 000. Pour des biens en France Oui. et à l'étranger Alors, ou uniquement pour des biens en là, France? on va s'adresser aux résidents fiscaux en France. D'accord ? Et ces biens immobiliers et cette En notion France. d'abattement et d'usufruit, c'est pour des biens en France. Alors, on va raisonner sur cela, Ok. parce que sinon, Bien tu sûr, as, bien sûr. des conventions fiscales à regarder, ça va être un peu différent. Ok. Mais prenons ce cas-là. Donc, tu as un bien qui vaut 400 000 que tu as acheté avec ta femme, tu as un enfant, Ouais. et tu te penches sur cette question à 52 ans. D'accord ? Ok. Et bien là, l'État va te dire que la valeur de cette nue propriété, c'est 50% de la valeur de ce que tu possèdes. Donc, tu as un bien qui fait 400, tu as 200 sur ta tête. L'État va te dire que la valeur de ta nue propriété que tu donnes, c'est 100 000 euros. Or, on l'a évoqué tout à l'heure, les 100 000 premiers euros que tu te donnes sont exonérés. Donc ici, tu vas pouvoir, toi et ta femme, donner cette nue propriété sans avoir rien à payer sur un bien d'une base de 400 000. Cette stratégie va t'offrir 3 avantages. Le premier, c'est qu'à ton décès, Rémi, le plus tard possible, l'usufruit rejoindra gratuitement la nue propriété. Donc tu ne seras jamais taxé sur cet usufruit que tu vas transmettre. Donc ici, tu as bien un bien de 400 que tu auras transmis sur une base de 0. D'accord ? Ça ne s'arrête pas là. Tu vas avoir 2 autres avantages. Étant donné que tu le fais dans mon exemple à 51 ans, on peut te souhaiter longue vie. Et si, mettons, il t'arrive un pépin à 82 ans, que ton bien a doublé de valeur, le bien est déjà transmis. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tu as pré-transmis un bien d'une valeur de 400. Si à ton décès, il en vaut 800, 1 million ou 1,2 million, il est transmis. D'accord ? Dernier avantage, tu as le droit, Rémi, de donner 100 000 euros tous les 15 ans à chacun de tes enfants, sans avoir à payer de droits. Plus tu vas le faire tôt, plus tu vas à nouveau avoir de chances de pouvoir refaire cette opération. Et donc ici, quelqu'un qui le fait à 42 ans, à 53 ans, enfin, peut espérer légitimement revivre 15 années. Et donc avoir à nouveau le droit à cet abattement, soit pour refaire une donation, soit au moment de sa succession pour en faire profiter ses héritiers. Donc le démembrement, c'est une très très bonne stratégie. Attention quand même, il y a des limites. Si tu le fais, il faut que tu cibles, Rémi, des biens que tu te vois conserver. Si tu revends le bien, si tu n'es pas en phase avec tes enfants pour réinvestir dans le cadre d'un bien démembré, il y aura un partage. Et plus tu es avancé en âge, plus la valeur de la nue propriété que tu as donnée à tes enfants est importante. Donc si tu le fais sur ta résidence principale et qu'à 82 ans tu veux la vendre et que vous n'êtes pas d'accord, tu ne vas récupérer que 20% de la valeur. Donc ici, c'est un très très bon dispositif, mais on ne le fait pas à tout va. On prend bien le temps d'échanger avec son notaire, avec son conseiller, et on va cibler des biens qu'on se voit transmettre. D'accord ? Très bon point à souligner. Je te remercie pour le dernier warning. Ça nuance un peu quand même avec la beauté du geste. Très bien. Je t'en rajoute une. Ouais, s'il te Si plaît. tu le fais sur une SCI, tu parlais de la SCI. Sur la SCI, tu vas rajouter encore un avantage. En fait, quand tu t'attaches à des parts de SCI, la valeur d'une SCI, c'est ce qu'elle possède moins ce qu'elle doit. Donc si tu as une SCI qui a acheté un bien à 400 000 avec un levier bancaire de 400 000 euros et que tu t'orientes vers du démembrement, la valeur de tes parts, c'est 0. Donc tu n'utilises même pas tes abattements. Dans le cas de Raphaël, qui a un patrimoine immobilier de 2 millions, si ce patrimoine, c'est un patrimoine brut dans une SCI avec un levier, avec encore la moitié de l'emprunt à transmettre, on parle de finalement que 1 million qui, s'il a 40 ans, peut être transmis avec une belle décote en matière d'usufruit à ses enfants. Oui. Et donc finalement, les droits de succession peuvent se retrouver à être de quelques centaines de milliers d'euros s'il y a 3 enfants, voire... Exactement. Et donc être réduit à 0 pour un patrimoine de 2 millions d'euros transmis. Exactement. Écoute. Donc tu arrives difficilement à 0, mais tu peux t'en rapprocher en cumulant les stratégies. En France. En France.
C'est beau. Écoute, merci pour ces éléments. Peut-être que pour le coup, la transmission d'un patrimoine immobilier pourra même faire l'objet d'une vidéo complète avec des cas spécifiques que vous pourrez nous transmettre par email. Je continuerai à envoyer des emails avec des questions que vous pouvez poser à Christophe si enfin, voilà, ça vous intéresse d'avoir plus d'éléments de ce type. Euh, la troisième partie, le troisième groupe de questions finalement qu'on a reçu, c'était sur la protection des héritiers et de son patrimoine. Quelle stratégie, donc avec cette question de Lazare, quelle stratégie adopter pour éviter que les enfants soient fortement taxés lors de la transmission, on les a vus, mais comment du coup utiliser au mieux ces notions d'abattement, de donation régulière et autres dispositifs. On a parlé de l'assurance vie, mais euh, est-ce qu'il y a une ligne directrice là-dessus? Il y a d'autres éléments dont on n'a pas parlé. On n'a pas parlé du pacte du Treuil. Quels éléments est-ce que tu pourrais donner en plus à Lazare sur toutes ces questions-là et sur cette notion de stratégie globale à adopter, peut-être? Oui. Alors, on l'évoquait tout à l'heure, plus tu vas t'y prendre tôt, mieux c'est. Ouais. Hein, que ce soit dans la stratégie de préparation de ta transmission ou que ce soit dans le fait de donner. Puisque, on l'évoquait, tu peux donner 100 000 euros tous les 15 ans. Donc, plus tu le fais tôt, plus tu vas pouvoir le faire. Si on devait raisonner par bloc, on peut identifier 3 catégories. Patrimoine immobilier, on a parlé du démembrement qui marche très très bien. Patrimoine financier, le compte titre, l'assurance vie. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Le compte titre va être très intéressant si tu es dans la même tranche de droit de succession que l'assurance vie, sera privilégié dans le cadre de ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et l'assurance vie, bien sûr, pour aller diminuer ta tranche. On peut rajouter des stratégies liées à l'entreprise où le pacte du Treuil permet de réduire considérablement la fiscalité quand un de tes enfants souhaite reprendre derrière toi la relève dans ton entreprise. Mais tu as d'autres stratégies, comme par exemple la donation avant cession, qui vont te permettre de donner, si tu souhaites par exemple Rémi, tu vends une entreprise et tu souhaites en profiter pour donner de l'argent à un de tes enfants. Eh bien le fait de donner va purger ta plus-value. De la même manière qu'on l'évoquait sur le compte titre. Donc si tu veux donner 100 000 euros à chacun de tes enfants, que tu as créé ta boîte de zéro, donc tu as 100 000 euros de plus-value. Prenons un exemple simple, tu as une boîte que tu as créée qui vaut 1 million. Tu la revends, tu as 1 million de plus-value. Si tu profites de cet événement pour donner des parts à tes enfants, enfin pour leur donner de l'argent plutôt, tu vas leur donner des parts avant la cession de la structure, ça va purger la plus-value. Et donc, tu vas pouvoir ici, si on reprend l'exemple des 100 000, passer à chacun de tes enfants 100 000 euros sans qu'il n'y ait de plus-value liée à la cession et sans qu'il n'y ait d'impôt lié à la donation. Donc, en fait, par bloc... Capitaliser sur l'exit pour transmettre des millions sans plus-value, quoi. Voilà. En tout cas, jusqu'à 100 000 euros par enfant, tu vas pouvoir le faire. Et si tu... dans l'aventure. Jusqu'à 100 000 euros sur la base de ce qui est transmis lors de la revente de l'entreprise ou sur la base de la valeur du capital lors de la création de la société? La revente. Ok. Lors de la revente. Et si dans l'aventure entrepreneuriale, tu es avec ta femme, tu multiplies par 2. Parce qu'elle pourra faire la même chose. Ok. Et le pacte du Treuil peut-il être utilisé pour transmettre une holding familiale? Alors ça, c'est des cas assez spécifiques sur lesquels il faudrait qu'on revienne un peu plus dans le détail. Mais tu peux retenir en tout cas 3 blocs. Côté perso, on l'a vu, assurance vie, compte titre, bien travailler ce match-là. Côté immobilier, la force de la SCI quand il y a de l'endettement. Alors là aussi, il faut bien faire attention dans la manière dont on rédige les statuts. C'est pas aussi simple que ça, donc il faut vous faire accompagner sur ça. Entreprise, donation avant cession, pacte du Treuil. C'est les réflexes auxquels il faut penser pour optimiser sa succession dans ces cas-là. Très bien. Et encore une fois, tu parlais d'accompagnement sur des notions de rédaction statutaire. Je mettrai un formulaire vraiment en description pour pouvoir contacter directement nos équipes, qui sont principalement tes équipes, Christophe, sur tous ces sujets-là. Et voilà, et qui s'adresseront principalement à ceux qui ont du coup un patrimoine à transmettre ou déjà constitué de 300 000 euros et plus, pour commencer. Autre question de Lazare, qui termine un petit peu ce bloc de la protection et qui, je trouve, est très intéressant et qui, moi en tout cas, m'a poussé également à choisir les small cap value comme support financier. Mais comment sécuriser son patrimoine face à une éventuelle crise? Quelles sont les solutions à privilégier? On parlait de l'assurance vie luxembourgeoise, diversification géographique, actifs tangibles, pour protéger son patrimoine en cas de crise. Toi, de ton expérience, que réponds-tu à ça?
Bon, c'est un vaste sujet, un sujet qu'on nous pose assez régulièrement en ce moment. Je pense qu'il faut, ici, il faut distinguer deux choses. Déjà, la meilleure manière de se protéger, c'est de se diversifier. Bon, ça, on le dira jamais assez. Ensuite, si on parlait d'assurance vie, c'est vrai que l'assurance vie luxembourgeoise offre pas mal d'avantages. L'assurance vie luxembourgeoise, c'est déjà l'opportunité d'investir via un pays qui est aujourd'hui noté AAA, qui a un déficit budget, enfin qui est en excédent budgétaire, qui a un taux de déficit qui est de l'ordre de 25%. Donc tu as un pays en face de toi qui offre une sécurité qui est quand même assez attractive. Donc le Luxembourg, tu vas avoir ses premiers paramètres, tu vas avoir d'autres paramètres qui, à mon sens, valent le coup d'être étudiés. On peut parler de ce qu'on appelle le triangle de sécurité, Rémi. Le triangle de sécurité, quand tu vas placer de l'argent dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois, tu vas avoir trois parties. Tu vas avoir l'assureur qui a reçu ton argent. Tu vas avoir une banque dépositaire dans laquelle tous les titres vont être déposés. En fait, je restera chez l'assureur que le fonds en euros. Et tu vas avoir un commissariat aux assurances qui va contrôler de manière trimestrielle le bon respect de ratio de solvabilité. Donc ici, tu as quelque chose qui va te protéger, c'est que tu as effectivement trois parties qui interviennent pour une meilleure protection. Tu as ce qu'on appelle au Luxembourg le super privilège, qui va en fait, si tu as mis du fonds en euros chez un assureur qui se retrouve en faillite, tu vas être privilégié, tu vas être le premier qui va être servi en cas de faillite, avant les créanciers, avant l'État, avant même les salariés. Donc tu vas avoir sur un contrat luxembourgeois une préférence qui va te permettre, en cas de faillite, d'être extrêmement bien protégé. On peut rajouter aussi sur le contrat luxembourgeois un schéma de garantie. En France, on reçoit en début d'année un courrier de sa banque qui t'évoque que tu as une garantie sur tes dépôts qui est de 100 000 euros sur tes comptes et livrets bancaires et de 70 000 euros sur tes assurances vie. Au Luxembourg, il n'y a pas de plafond. Donc la garantie est illimitée. Donc, ce qui rajoute encore un point de force dans le contrat. On peut en rajouter un autre, l'absence de loi Sapin 2, également au Luxembourg. C'est-à-dire qu'en France, si ton assureur est en difficulté, on va rationner ta capacité à récupérer tes fonds. En fait, on va pouvoir bloquer ton contrat pendant une période de 2 fois 6 mois. Ce n'est pas possible au Luxembourg. Donc au Luxembourg, tu as ces paramètres de sécurité qui sont extrêmement intéressants. Puis tu en as un dernier, c'est que le Luxembourg va être neutre fiscalement. Donc ça veut dire quoi, Rémi? Ça veut dire que si tu es résident fiscal en France, c'est la fiscalité française qui va s'appliquer. Tu ne vas pas cumuler deux fiscalités, celle de la France et du Luxembourg. Donc si tu vis en France, c'est la fiscalité en France qui s'applique. Donc on l'a vu avec une formidable capacité de protéger tes héritiers. Et si demain tu pars vivre dans un autre pays, c'est la fiscalité du pays dans lequel tu iras vivre qui s'appliquera. Donc pour toutes ces raisons, le contrat Luxembourg doit être étudié. Maintenant, le contrat luxembourgeois, c'est 250 000 euros minimum pour y accéder. Donc il y a ce critère de montant, mais quelqu'un qui peut y aller, mais c'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup pour ces éléments. Le contrat luxembourgeois fera bien évidemment, je pense, office au moins d'une autre vidéo, parce qu'il permet notamment de nantir des titres financiers par le biais du prêt lombard pour pouvoir faire levier sur ce que l'on possède en bourse aussi, ce qui est difficilement le cas dans le cadre d'un compte titre. Il y a des options sur Interactive Broker ou même par le biais de produits à effet de levier, mais ça induit des risques qui sont colossaux, sur lesquels, en tout cas, moi, je ne m'expose pas. Mais est-ce qu'on peut faire peut-être une petite synthèse des solutions que l'on a vues, assurance vie, SCI, ou même est-ce que tu as des petits éléments de synthèse à partager sur la base de tout ce que l'on a vu, si quelqu'un, autre que moi, finalement, t'avait posé la question et était intéressé par toutes ces solutions? Oui, alors la première étape, ça va vraiment, et on va en revenir à ce qu'on se disait en introduction, c'est de revenir sur, finalement, s'il m'était arrivé quelque chose hier, qui je souhaite protéger. On a souvent tendance à procrastiner sur le sujet de la succession. On se bat tous les jours pour développer notre patrimoine. Ceux qui t'écoutent, s'ils sont sur cette chaîne Parle au long terme, c'est que ça leur tient à cœur. Ça n'a jamais fait disparaître personne que de se poser la question, de savoir s'il m'était arrivé un pépin hier, qui sont mes héritiers et combien ça coûte. Donc vraiment, la première chose à faire, c'est de challenger ces 2 points. Qui, combien. Ensuite, ça peut être un très bon moyen de choisir ses conseils. Si vous êtes en banque privée, que personne ne vous a parlé du démembrement de la clause bénéficiaire, si personne ne vous challenge sur ces sujets-là,
C'est pour moi un red flag. Mmh. C'est-à-dire que on parle de levier à dizaines, voire centaines de milliers d'euros, donc ça doit être un sujet où vos conseils doivent être proactifs. S'ils ne le sont pas, ça doit vous amener à vous interroger. Une fois qu'on a travaillé le qui, on l'a vu, le combien peut être extrêmement affiné via de l'assurance vie, via l'intégration du compte titre, notamment quand vous êtes dans les mêmes tranches entre l'assurance vie et ce qui n'est pas en assurance vie, via le démembrement, tout ce qu'on a pu voir aussi sur la sphère entrepreneuriale. En résumé, sur chacune de ces stratégies Rémi, plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Et je pourrais ajouter encore un dernier point. C'est pas parce que vous l'avez fait il y a 2 ans qu'il ne faut pas le refaire. Donc régulièrement, challenger ces sujets-là parce que la fiscalité change, parce que le contexte change. Et donc c'est important de suivre, de refaire un point sur ces sujets-là tous les 3 à 5 ans. Regardez où on en est, parce que le patrimoine évolue, les enveloppes évoluent. Donc c'est vraiment un point à intégrer dans sa stratégie patrimoniale de manière assez régulière. Très bien. Et je pourrais ajouter un dernier point, Rémi, Ouais, que je n'ai pas cité bien sûr. au préalable. On rencontre beaucoup de familles qui prennent ce sujet en main et on voit souvent une erreur qui peut coûter très très cher dans une famille. Je ne parle même pas de coût, je parle d'entente familiale. Quand tu vas effectuer une donation à un de tes enfants, il faut se poser la question du format de donation que tu vas effectuer. Si tu fais une donation simple, Rémi, on va reprendre l'exemple de mon couple de tout à l'heure, Mathieu et Delphine. Si Mathieu donne 100 000 euros à chacun de ses enfants, en donation simple, d'accord, 100 000 à chacun de ses enfants. Un de ses enfants s'achète une voiture. On va même prendre un autre exemple. Un de ses enfants les dépense et l'autre les investit en small cap value. D'accord ? Bon, le premier, il ne reste plus rien au décès de Mathieu le plus tard possible. Le second, les small cap value, on fait x3. Si tu as fait une donation simple, on va rapporter ta donation dans la succession à sa valeur actuelle. Donc, tu n'as pas donné à ton premier enfant 100 000, tu lui as donné 300, puisqu'ils sont devenus 300. Et ton enfant qui les a dépensés, alors on ne va pas le retenir à zéro, on va le retenir à minima à la valeur de la donation que tu as effectuée. D'accord ? 100 000. C'est ça. Et donc, en fait, le fait d'avoir fait une donation simple ici, autant te dire que l'entente familiale derrière, si c'est réintégré à la succession, tu as voulu, toi, Rémi, donner la même chose à chacun de tes enfants, sauf que dans la succession, il y en a un qui doit 100 000 à l'autre. Le corollaire de ça, c'est la Voilà. donation au partage. Exactement. Et donc, sur chacune des étapes qu'on a vues ici, il y a pour moi 2 éléments en gestion de patrimoine, quelle que soit la thématique, qui sont fondamentaux. Il faut effectivement s'éduquer financièrement. S'éduquer, c'est se protéger, c'est la meilleure des protections. Et c'est pour ça que des chaînes comme les tiennes sont extrêmement utiles. Le deuxième, c'est de se faire accompagner. Parce que ce genre d'erreur peut coûter, et là on ne parle pas de coûts financiers, on parle de coûts familiaux, peut avoir un impact extrêmement fort. Donc sur chacun de ces sujets-là, posez bien la question à votre notaire. Si vous êtes en banque privée, challengez-les. Prenez le temps de vous faire conseiller. Il n'y a pas une grande famille qui décide seule. Son patrimoine, c'est un sujet, si on le prend en main, qui est extrêmement important. Donc faites-vous accompagner. Questionnez, c'est une très bonne manière de filtrer. Informez-vous, ça vous permettra de faire un meilleur filtre aussi. Et les deux vont de pair. Mais donc ici, le plus tôt possible, on se rappelle des 3 leviers. Et voilà, le conseil, c'est aller voir votre notaire. Si vous n'êtes pas satisfait, allez en voir d'autres, faites jouer la concurrence. Mais ici, il faut se faire accompagner. Très clair. Écoute, merci beaucoup pour tous ces éléments. Si vous souhaitez effectuer un audit patrimonial avec Christophe ou ses équipes sur toutes ces thématiques, que ce soit pour placer ou transmettre son argent, on vous mettra un lien en description. Si vous voulez continuer à nous poser des questions pour faire d'autres vidéos de ce type, tous les abonnés à notre lettre mensuelle, à notre analyse mensuelle, recevront un email pour répondre à ce dernier avec toutes les questions que vous pouvez poser. Donc si vous n'y êtes pas abonné, ce sera également en description. Pensez à vous abonner également à cette chaîne, à la partager à quelqu'un pour qui ça fait sens et qui pourra, grâce à votre partage, économiser potentiellement des centaines de milliers d'euros dans sa succession. Encore merci Christophe pour cette intervention d'une très grande qualité. On se retrouve pour une autre très prochainement et on se dit à très vite. Merci Rémi.